Adrien Ogrix me dit certains joueurs de football n'hésitent pas à changer de club, voire même de pays très régulièrement. N'est-ce pas compliqué à gérer pour leur entourage? Cela implique à chaque changement un déménagement total et une nouvelle vie pour eux et leur famille. C'est une très très bonne question. Voilà, on sait que Bernardo Silva, c'était surtout Madame qui voulait, qui en avait marre de vivre à Manchester et qui avait plus envie de vivre. Qui avait plus envie de vivre dans une ville un peu plus rigolote. On a souvent vu, alors je cherche mais j'ai plus le nom, si vous le trouvez vous me le mettrez en commentaire, d'un joueur suédois ou danois qui était à Nantes et qui est parti à la Roma après parce que sa femme ne supportait pas la vie à Nantes. C'est encore une fois l'écueil que peuvent rencontrer les joueurs qui partent tous en Arabie Saoudite, c'est que voilà, l'Arabie Saoudite c'est pas non plus le pays le plus fun du monde, hein. Il fait 50 degrés pendant 6 mois. Alors c'est vrai qu'il y a des très très beaux centres commerciaux, il y a des belles plages, et encore une fois, maman va pas aller tous les jours chez Vuitton et papa va pas aller tous les jours chez Porsche. Voilà, et puis on sait qu'il y a des villes où il est pas facile de vivre, type Newcastle ou Birmingham. Voilà, après ça dépend comment le joueur se sent au niveau de son club. Après, si à la maison c'est pas la fête, c'est à lui de gérer ça. Christophe Coquel me dit que pensez-vous du recrutement parisien Dembélé, Kolo-Muani alors qu'on attendait Kane, Silva? Comment expliquer que n'attire plus de très grands noms? Est-ce que pour cela que Mbappé ne souhaite pas rester plus longtemps? Je pense que le PSG a tout fait pour. Alors je pense que Kane préfère aller au Bayern, qui est un choix qui se respecte. Je pense que Bernardo Silva avait envie de venir à Paris, mais que Manchester City, surtout après le départ de Mahrez, n'a pas envie de dégarnir son côté gauche. J'ai espéré à un moment donné que Manchester City se positionne sur Mbappé et mette Bernardo Silva dans la balance. Tu vois, genre Bernardo Silva plus 100 millions et Mbappé aller à Manchester City. Mais bon, ça a pas l'air d'être dans les tuyaux. Après, Dembélé, Kolo-Muani, c'est tout à fait le projet qui avait été un petit peu décidé par le PSG au début de la saison, c'est de faire des joueurs français plutôt issus de l'Île-de-France. C'est en plus ça qui est rigolo, le projet qui a plus ou moins été vendu à Mbappé. Donc je suis pas certain que si on voit l'effectif de Manchester City, qu'est-ce qu'il y a comme très grand nom qui a signé à Manchester City? Il y a des joueurs qui sont devenus des très grands noms à Manchester City, mais des très grands noms, à part Haaland, si on veut considérer qu'Haaland était un très grand nom à Dortmund, est-ce qu'il y a un très grand nom qui a signé à City avant d'arriver? Pas forcément. Médio si mal Dupuis. Je mets les pseudos des fois. J'aimerais que tu nous parles des promus en Ligue 1 cette saison. À quelle place les vois-tu en fin de saison au vu du recrutement réalisé pour le moment? Pour le moment, je pense que ça s'annonce compliqué pour Le Havre et pour Metz parce qu'en plus on est dans une Ligue 1 maintenant à 18 clubs, ça veut dire que l'élite elle est resserrée. Ça veut dire que la bagarre pour le maintien, elle va peut-être concerner peut-être maximum 4 clubs au lieu de 6 et que ça va jouer. Après, encore une fois, on est que le 12 août et que le 7 août, pardon, je suis pressé.
On est que le 7 août et il n'y a pas de... Et le recrutement n'est pas encore terminé. Question de Jérémy Berton. Bonjour Pierre, que penses-tu du mercato du Stade Rennais et de leur match de pré-saison? Les vois-tu finir dans le top 5? Bon, en tout cas, l'effectif, il est bâti pour cet objectif. C'est devenu maintenant une routine presque pour le Stade Rennais de viser le top 5. Voilà, on va voir comment Blas va franchir cette marche entre Nantes et Rennes. On va voir comment Kalimuendo et Gouiri, qui ont quand même été tous les deux très décevants pendant l'Euro Espoir, vont gérer cette saison. Mais bon, effectivement, c'est quand même une équipe très très intéressante. Thierry Carmouze me dit: que pensez-vous du comportement de la Ligue nationale de football face au dossier socialien? Comment peut-on être aussi dédaigneux pour un club historique de notre championnat? N'a-t-il pas deux poids deux mesures avec l'exemple bordelais? Alors déjà, la Ligue de football n'a absolument rien à voir avec ça, hein, c'est la Fédé et la DNCG. Il n'y a aucun pouvoir décisionnel là. Encore une fois, le projet du petit-fils Peugeot, qui était en soi très méritoire, il était visiblement pas aussi solide que ça. Je veux dire, à partir du moment où tu as expédié déjà Strasbourg et Bastia dans les tréfonds du football, ben voilà, il faut pas t'attendre à ce qu'on fasse de cadeaux à Sochaux et à machin. Maintenant voilà, il va falloir se remettre au boulot, retrouver des bases et puis regravir les échelons. C'est ce que Strasbourg a fait. Pas de raison que Sochaux n'y arrive pas. Blot Francis me dit: que penses-tu d'une Ligue 1 à 18 clubs alors que les clubs vont faire des tournées de matchs amicaux aux quatre coins de la planète? Et qui vois-tu descendre en fin de saison? Je veux dire, qu'on soit 18 ou 20, le championnat il reprend toujours vers le 10 août, donc il n'y a aucun... Au niveau de la trêve, il y a aucun changement, mais en plus c'était une vraie trêve puisque cette année la Coupe du Monde a eu lieu en hiver. Donc les clubs allaient faire des tournées lucratives, ça me pose aucun problème. Après 18 clubs, écoutez, on verra à l'usage si c'est plus intéressant. Ce qui est évident, c'est que ça fait 2 matchs de moins pour tout le monde, pour les supporters au stade. Ça fait 4 journées en moins pour Amazon. Visiblement, personne n'a baissé ses prix. Voilà, on peut espérer qu'il y aura peut-être un petit peu plus avec une élite resserrée, il y aura peut-être moins de matchs. Par définition, il y aura un ventre mou qui sera plus restreint, donc on peut espérer qu'il y aura de meilleurs matchs jusqu'au bout. Et enfin, la dernière question d'Emmanuel B. Que penses-tu de la sortie médiatique de Mélissa Plaza contre la causerie d'Hervé Renard contre le Brésil? Vrai coup de gueule ou coup de buzz? Déjà, malgré l'immense beauté de son prénom, je ne connaissais pas Mélissa Plaza. Et j'avoue que quand j'ai regardé sa vidéo sur... d'abord sa déclaration, puis sa vidéo pour contre Hervé Renard, j'ai trouvé ça incroyablement gênant. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, c'est une grande spécialiste de la discrimination. Faut pas dire foot féminin, faut pas dire masculin, faut dire football. Alors que bon, je veux dire, à moins d'avoir les yeux fermés, tu vois quand même une belle différence entre les deux. Mais c'est pas le débat. Le débat, c'est
l'excès de testostérone de Renard parlant à ses joueuses. Déjà, j'ai pas entendu ni vu une de ces joueuses gênée par ça. Ça ressemblait beaucoup à la causerie à la mi-temps du même Hervé Renard entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Et moi, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait un entraîneur qui parle aux femmes comme elle parle aux hommes, au moment où on veut parler d'égalité. Voilà. Il n'a pas pris les pincettes en disant « Mesdemoiselles, si vous voulez bien vous donner la peine ». Enfin bref, je trouve ça complètement con et je trouve surtout que c'est une polémique totalement inutile. Bon, elle surfe joyeusement sur ce buzz et je trouve ça complètement naze. Voilà, c'est pas grand chose à dire, c'est même un peu attristant. Et iseut pour ceux qui ont des lettres. Voilà mes petits amis, là vous n'allez pas faire la semaine avec mon face à Pierrot, puisque dès vendredi, youpi, la Ligue 1 reprend, donc je reprendrai mon rythme habituel de vidéo, c'est-à-dire une vidéo le samedi soir pour débriefer des 3 premiers matchs de la journée, celui du vendredi et les deux du samedi, et puis ma vidéo désormais légendaire du dimanche soir sur l'ensemble des restes des matchs de cette première journée. Et puis voilà, et puis je continue à travailler sur d'autres projets pour cette chaîne YouTube qui est aujourd'hui mon seul lien avec le public, et ça me va très bien. Voilà, un petit pouce pour aimer, on s'abonne et merci à tous, je vous embrasse, bye bye.